Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui. Un ancien Premier ministre qui a déjà mené une réforme des retraites et qui était aussi avec Emmanuel Macron en Chine, autant dire qu'il est au cœur des sujets d'actualité. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. On parlera donc dans un instant de la Chine, de Taïwan et de la controverse autour des propos d'Emmanuel Macron. Mais d'abord la situation en France. 12e journée d'action donc aujourd'hui contre la réforme des retraites. Décision du Conseil constitutionnel demain. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous avez plaidé pour une logique de cohabitation pour faire avancer le pays. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron a entendu cet appel ? Écoutez, c'est encore un peu tôt pour le dire, puisque nous sommes encore dans la crise, et tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas exprimé, l'état de droit n'est pas affirmé. Nous sommes dans une démocratie, il y a un état de droit, c'est le Conseil constitutionnel qui va donner le droit. Est-ce que cette loi est conforme à notre Constitution ? Donc ce sera le juge de paix. Je pense que c'est le juge de paix, c'est à lui de s'exprimer. Donc tant qu'il ne s'est pas exprimé, nous devons être prudents. De toute façon, je pense qu'il y a des initiatives sociales qui sont à prendre. Il y aura probablement des initiatives politiques. Les initiatives sociales, c'est tout ce qui touche à ce qu'il y a derrière la contestation aujourd'hui. Il y a la question des retraites, mais il y a la question du travail, il y a la question des bas salaires, il y a des questions sociales qu'il faut traiter. Donc c'est ce que fait le président quand hier il dit « je vais proposer aux partenaires sociaux de venir à l'Élysée ». Je pense que là, il y a en effet une piste qui s'ouvre, il y a peut-être un sommet social en perspective, je ne sais pas encore quelles seront les modalités, mais en tout cas, il y a un progrès social à construire aujourd'hui. Assez tardivement l'invitation tout de même, parce que ça vient après avoir refusé de recevoir l'intersyndicale pendant la réforme des retraites. Mais dans la phase finale, et dans cette phase finale, c'était au Parlement de décider. Il y a eu une phase sociale, il y a une phase politique, et quand le Parlement est à décider... Donc ça ne vous choque pas que ça vienne maintenant ? C'est maintenant que ça doit venir, et ça doit venir au lendemain, à mon avis, du Conseil constitutionnel, que l'état de droit soit fixé. Donc ça, c'est, je pense, le paquet social qu'il faut pouvoir traiter, et puis à côté de ça, il y a le paquet politique, voir comment, pour les 4 ans qui viennent, on organise une capacité d'action. Donc comment est-ce qu'on crée une majorité ? Est-ce qu'on fait des majorités par projet ? Ou est-ce qu'on fait ce que moi je pense utile de faire ? C'est d'essayer de trouver une majorité absolue par une coalition qui, au Parlement, permettrait d'agir. Alors mais qui peut l'incarner ça ? Est-ce que c'est par exemple, depuis quelques jours, chacun se livre au jeu des pronostics, le président du Sénat Gérard Larcher, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, Catherine Vautrin dont la candidature avait été envisagée avant la nomination d'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est parmi ces noms-là que se trouve la solution ? Alors, moi, je pense que la solution se trouve avec le groupe LR de l'Assemblée et avec le Sénat, sans doute. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, la vraie échéance, c'est après les élections sénatoriales de septembre. Car je pense que les élections sénatoriales font que, pour le moment, les équipes politiques seront mobilisées pour les élections et elles ne seront pas disponibles pour la recherche de compromis. Donc si je traduis ce que je comprends, Jean-Pierre Raffarin, vous dites on ne bouge pas jusqu'à septembre, et en septembre, peut-être que Gérard Larcher ou d'autres seront disponibles une fois les élections passées ? Je pense que la capacité de négociation sera plus forte après des élections qu'avant les élections. Les élections sont toujours des périodes de tension, de clivage. C'est pas des périodes favorables au compromis. Chacun va vouloir se compter. Voilà, chacun va vouloir se compter. Donc je pense que après les sénatoriales, nous aurons une phase politique qui sera une phase quand même encore assez longue, 3 ans et demi, dans laquelle un certain nombre de gens peuvent s'engager. Je pense que les LR ont besoin de dégager des leaders. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui ont eu des responsabilités gouvernementales majeures dans les équipes. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui montent en ligne, qui se fassent connaître. Il y a des gens de talent qui ont 60 ans. C'est maintenant qu'il faut qu'ils exercent des responsabilités. Par exemple, Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir des responsabilités et qui ne va pas rester toute sa vie en marge de l'exercice du pouvoir. Et qui aurait le profil pour Matignon ? Je ne sais pas si c'est pour Matignon, je ne sais pas. Je vous dis qu'il faut faire ça avec le groupe LR et avec le Sénat et avec son président Gérard Larcher. Même après les sénatoriales, Jean-Pierre Raffarin, pardon, mais quel serait l'intérêt des Républicains de travailler avec Emmanuel Macron ? S'ils sont au gouvernement, ils seront comptables du bilan. En 2027, ce sera très compliqué pour eux d'expliquer qu'ils représentent une alternance. Alors, d'abord, s'ils viennent au gouvernement, par exemple, ils peuvent demander des textes. Ils peuvent demander une grande réforme de la décentralisation.
Et si, naturellement, on leur demande de venir aux responsabilités, c'est pour leur dire qu'ils vont conduire 1 ou 2 textes majeurs. Donc il faut leur donner une possibilité d'action. Ils ne viendront pas pour être spectateurs. Donc il faut dire au Sénat, faites par exemple une grande loi de décentralisation et on vous soutiendra. Et par exemple, on va dire, on va faire 2 grands textes Renaissance et 2 grands textes avec le Sénat et le groupe LR. C'est tout ça, j'invente et j'improvise devant vous. Mais tout ça, j'ai eu l'expérience des négociations, tout ceci me paraît possible. Mais pour recevoir, il faut donner. Et donc, pour faire une coalition, une cohabitation, il faut donner quelque chose. Les gens viendront si c'est pour l'action. Ils ne viendront pas simplement pour le portefeuille. Il faut un compromis, un consensus quitte à renoncer à certains engagements. Par exemple, aujourd'hui, le Sénat est porteur d'une vision de la décentralisation. Et c'est peut-être aujourd'hui l'occasion de faire une grande toilette de notre décentralisation qui est souvent bloquée par une forme de bureaucratie. C'est peut-être au Sénat de porter cela. Et c'est un accord politique qu'on peut peut-être avoir. Tout ceci est à discuter. Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît possible aujourd'hui d'avoir, puisqu'on a le temps après les élections sénatoriales, il restera 3 ans et demi avant les prochaines élections présidentielles, il y a le temps de l'action, ça peut sans doute s'organiser. Mais Jean-Pierre Raffarin, l'objectif de ce que vous nous décrivez, ce serait d'avoir une majorité suffisamment stable pour pouvoir gouverner le pays. Absolument. On a eu hier un élément, un indice. Le Parlement s'est prononcé sur la nomination souhaitée par le président de la République d'un LR, Boris Ravignan, maire de Charleville-Mézières, à la tête de l'Agence de la transition écologique ADEME. Cette proposition de nomination a été rejetée. Ça veut dire qu'un LR plus la Macronie, ça ne fait pas forcément une majorité. Non, mais parce que là, nous sommes sur des cas personnels. Et les cas personnels, quand on fait un accord, c'est au camp avec lequel on fait un accord de désigner les personnes. C'est pas, vous savez, on a parlé souvent de débauchage. Le débauchage, c'est quand le Premier ministre ou le Président désigne quelqu'un. Mais dire à quelqu'un, vous pourrez avoir cette responsabilité, désigner la personne qui, dans votre camp, est la mène de mener l'action, c'est autre chose, c'est faire confiance. Donc il faut faire très attention, mais ça, c'est un métier. Et la négociation, ça s'appelle le respect de l'autre. Et donc quand vous allez prendre quelqu'un dans le camp d'en face pour le mettre, on va vous dire, vous faites du débauchage. Ça veut dire que le président manque peut-être un peu de métier, parce qu'il a plutôt pratiqué le débauchage que l'accord. C'est pas au président d'être aux manettes du Parlement tous les jours. Donc c'est l'ensemble de la classe politique qui doit prendre un certain nombre de méthodes de travail. Je trouve que notre fragilité actuelle de la majorité, me semble-t-il, c'est que l'expérience du Parlement est encore assez faible et qu'il manque cette vingtaine de cadres un peu supérieurs d'une organisation qui pilote un peu l'ensemble des troupes parlementaires. Et donc là, il y a sans doute des progrès à faire, mais je pense que c'est possible, quand on a le temps devant soi, de pouvoir construire une majorité aujourd'hui de centre-droit. On dit qu'il n'y a pas de majorité au pays. Il y a une majorité de centre-droit. Faut-il la construire? Mais elle est possible. Le président avait demandé de le faire à Elisabeth Borne. Il lui avait fixé un délai qui arrive à son échéance à peu près dans 10 jours. On ne voit pas aujourd'hui la nouvelle majorité. Donc, c'est-à-dire que, si je comprends bien, jusqu'à septembre, on va continuer qu'à un cas et que la nouvelle page, elle s'ouvre qu'à ce moment-là, avec quelqu'un d'autre. Je ne parle pas au nom du président, je ne connais pas ses intentions, donc je ne sais pas. Moi, je vous dis mon sentiment. Et mon sentiment, c'est qu'on a une force politique très importante au Sénat, que le Sénat a une position très importante, qu'on a besoin sur la décentralisation. Le Sénat a des choses à gagner aujourd'hui dans l'action gouvernementale. Il faut choisir l'action. Pour battre Mme Le Pen aux prochaines élections, il faut choisir l'action. Le Sénat est prêt à un certain nombre de sujets d'action. À ce moment-là, il faut faire confiance au Sénat pour qu'il puisse agir et qu'il puisse le faire avec un certain nombre de LR. Donc tout ça, c'est à discuter. Mais si vous dites au Sénat qu'il peut piloter 2 grands textes aujourd'hui stratégiques, ça peut l'intéresser. Et surtout après les élections sénatoriales. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a des possibilités d'accord, mais naturellement, faut-il le faire dans le respect. Vous dites que vous ne vous substituez pas au président. En l'occurrence, vous allez, comme j'imagine beaucoup, attendre avec impatience ce qu'il va dire, ce qu'il peut dire, puisqu'il doit s'exprimer d'ici quelques jours, d'après certains cadres de la majorité. Qu'est-ce qu'il y aurait d'utile à dire maintenant pour préparer cette nouvelle phase? Que peut-il faire dès aujourd'hui? Je pense que l'essentiel, c'est de tracer l'avenir. Le rôle d'un président, c'est de tracer l'avenir. Et donc, de dire comment il voit ces 3 ou 4 ans qui sont devant nous, et notamment de voir quelle est la place de l'action dans ces 3 ou 4 ans. Donc, il y a tout ce qui relève
de la politique internationale, tout ce qui relève de la politique gouvernementale, notamment tout ce qui peut relever de décrets, donc par voie réglementaire, qui ne passe pas par le Parlement, et puis il y a ce qui doit passer par le Parlement. Et donc il faut faire un panorama de comment on occupe ces 3 ans et demi pour satisfaire les Français sur des réformes qu'ils attendent, et notamment, je pense, sur les questions de crise sociale, et puis surtout de l'apaisement. Je suis frappé de voir que dans notre pays, tout sujet est devenu polémique. C'est la polémique sur la chasse, c'est la polémique sur la famille, sur la fin de vie, sur tous les sujets qui sont des sujets graves. On aurait besoin de débats apaisés, je vois, en permanence. C'est des invectives, souvent des injures. Est-ce que c'est pas parfois de la responsabilité de l'exécutif, du président de la République? À l'instant, le président du Sénat, Gérard Larcher, dont on parlait, dit il y a un problème de méthode sur le dialogue social. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense qu'à partir du moment où on est en situation d'impasse, il y a un problème de méthode. Donc je pense que Gérard Larcher n'a pas tort. On ne peut pas constater que toute la méthode est bonne si les résultats sont mauvais. Donc pour le moment, nous sommes dans une impasse. Il faut en sortir. Il faut en sortir par l'apaisement. L'apaisement, c'est respecter. C'est travailler collectivement, participativement. Et donc respecter davantage. Et donc on se calme, tout le monde est calme, on a 3 ans devant nous. Ce qu'il faut, c'est qu'on se respecte, qu'on respecte l'état de droit. Donc il faut respecter, y compris le 49.3, le Conseil constitutionnel. Il faut respecter, quelle que soit sa décision du Conseil constitutionnel, il faudra la respecter. Donc on respecte l'état de droit, on respecte les autres, et on essaie de trouver une perspective. Il y a des points communs entre LR et Renaissance. Je crois que ni les uns ni les autres ne veulent qu'on offre sur un plateau le pays à Mme Le Pen. Donc qu'ils construisent une stratégie partagée pour éviter cette hypothèse. Est-ce que le référendum, ça peut être un outil pour avancer? Le Conseil constitutionnel demain se prononce certes sur le fond de la loi, mais aussi sur le référendum d'initiative partagée. Vous parlez de Mme Le Pen. Elle dit le référendum, c'est un oxygène, on devrait en faire un tous les ans. Est-ce que c'est un outil auquel il faut recourir? Je pense que le référendum, s'il était très fréquent, peut-être qu'il pourrait être utile, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas une dramatisation. Mais jusqu'à maintenant, on a bien vu que les référendums avaient plutôt tendance à être pour ou contre le gouvernement. Donc aujourd'hui, lancer un référendum, c'est aller chercher des voix sans doute hostiles pour un exécutif. Donc je ne le vois pas comme étant une piste fertile. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui. Mais c'est vrai, je reconnais que l'idée d'avoir des référendums réguliers, sans aller jusqu'à la pratique suisse, mais dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on désidéologise le référendum. Ce n'est pas un sujet de société à chaque fois, mais c'est un sujet ponctuel qu'on veut traiter. Et donc ça me paraîtrait plutôt sain pour la démocratie. Et donc, mais ça demande un changement un peu de culture du référendum dans notre démocratie. Ce contexte social a en tout cas occasionné quelques petits incidents en marge de la visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas. Ça a aussi été l'occasion pour lui de revenir sur les déclarations qu'il a eues à propos de Taïwan, qui ont suscité une controverse. Si je résume ce qu'il a dit hier, il a dit la France est pour le statu quo. Une seule Chine, un règlement pacifique de la question, tout en précisant simplement Emmanuel Macron, ne participe pas de l'escalade verbale. Ça suffit? L'incident est clos, circulé, il n'y a rien à voir? Je pense que, là, encore une fois, dès que le président s'exprime, c'est de la polémique. Je pense que si on regarde les choses sur Taïwan, la politique et la diplomatie française n'a pas changé. Nous sommes engagés depuis 1979 et tous les présidents de la République ont respecté cette ligne politique. C'est une ligne politique qui dit une seule Chine, et donc on n'a pas d'ambassadeur, on a un poste culturel, on fait en sorte qu'on protège un statu quo. Et aujourd'hui, il est vrai que d'abord la Chine et Taïwan s'écartent dans la mesure où les Taïwanais sont de plus en plus pour la démocratie et que la Chine affirme sa volonté de faire respecter l'appartenance de Taïwan dans l'empire chinois. Xi Jinping n'a pas l'air d'être pour le statu quo, il a l'air de vouloir lorgner très sérieusement sur Taïwan. Pour le moment, il n'y a pas de la part de la Chine un projet qui serait un projet qui porte directement atteinte à Taïwan aujourd'hui. Vous ne voyez pas de projet pour porter atteinte à Taïwan? Quand il y a des mesures, des manœuvres qui sont organisées militaires tous ces derniers jours, est-ce que ce n'est pas le signe de ça, justement? C'est un signe qui fait que nous sommes préoccupés par l'attitude de la Chine, c'est clair. Il n'y a pas, en ce qui nous concerne, une adhésion à la stratégie chinoise. Il y a simplement et très clairement le fait qu'il nous semble que des initiatives américaines accélèrent un processus de tension. Puisqu'on disait le statu quo, c'est-à-dire une seule Chine.
quand les Américains reçoivent la présidente taïwanaise officiellement aux États-Unis, ça apparaît comme une provocation pour les Chinois. Et donc les Chinois surréagissent. Et nous ne voulons pas cette escalade. Ce que dit le président, il veut défendre la démocratie à Taïwan. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est une guerre mondiale pour Taïwan. Et ce qu'il ne veut pas, c'est de voir ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire l'escalade. Et il dit doucement, on avait un consensus en 1979, nous ne sommes pas pour l'accélération de ces tensions. Je pense que le président est convaincu qu'il y aura une confrontation. Mais il pense aussi que ce n'est pas le moment et il pense que nous n'avons pas à accélérer le calendrier et qu'il faut plutôt chercher à apaiser plutôt qu'à inciter à la bataille. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire d'une certaine manière la même erreur qu'avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire penser que le dialogue, l'apaisement peuvent fonctionner face à des dirigeants autocrates qui, eux, ne comprennent que le rapport de force et l'intimidation éventuellement? La politique française, depuis le général de Gaulle, n'a pas changé. Souvenez-vous, il y a 60 ans, en 2024, on va fêter les 60 ans de la reconnaissance de la République populaire de Chine, du temps de Mao. De Gaulle a toujours pensé qu'on ne pouvait pas gouverner le monde sans écouter quand même la Chine, qui de toute façon est un acteur majeur. À l'époque, démographiquement, aujourd'hui, démographiquement, économiquement. Il n'y aura pas de gouvernance mondiale sans la Chine. Donc, la politique française, depuis 60 ans, n'a pas changé. Je vais la résumer, cette politique française. C'est le feu tricolore, c'est le feu rouge pour la politique. Les droits de l'homme, tout ce qui est aujourd'hui lié à l'état de droit et à la démocratie, feu rouge. On n'a pas à participer. Ils ne veulent pas être démocrates, on ne veut pas être communiste. Feu rouge. Feu orange, le business, les entreprises. Nous avons des grandes satisfactions. Nos grandes entreprises font de très bonnes affaires en Chine. Aujourd'hui, la croissance chinoise est très utile à nos entreprises. Mais nous avons un déficit de notre commerce extérieur. Donc nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons la réciprocité, nous voulons corriger un certain nombre de règles du marché. Donc le feu est orange. Et le feu est plus vert en ce qui concerne le multilatéralisme, en ce qui concerne la gouvernance mondiale, où on voit bien que de toute façon, il faut la Chine autour de la table. La Chine aujourd'hui ne peut pas être exclue de la gouvernance mondiale. Et donc là, il faut dialoguer avec elle. Donc il y a des sujets sur lesquels il faut dialoguer avec la Chine, il y a des sujets sur lesquels il faut s'opposer avec la Chine. Donc c'est ça la politique française, et ça depuis 60 ans. Et donc le président de la République n'a rien changé dans ce qu'il a dit. Il a simplement dit, sur Taïwan, n'accélérons pas les tensions. Tempérons plutôt. Et il dit qu'il ne veut pas que la France se retrouve entraînée dans une crise qui n'est pas la nôtre. Ça veut dire que si la Chine intervient à Taïwan, contrairement aux États-Unis qui ont dit clairement qu'ils s'interviendraient, la France restera spectatrice. La France restera avec ses alliés sur cette affaire. S'il y a crise, nous gérerons la crise et nous resterons dans le camp de nos alliés. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ces sujets. Et donc les alliés américains. Mais absolument européens, etc. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de crise, nous sommes dans une situation où les États-Unis prennent un certain nombre d'initiatives provocatrices qui entraînent une surréaction de la Chine. Il y a une escalade. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui dit dans le monde, comme le disait le général de Gaulle à un moment, respectons l'indépendance totale, et le président de la République, il a un message. Et donc on parle beaucoup de Taïwan, on parle beaucoup de la Chine, on parle des États-Unis. Mais le message du président, c'est l'Europe. C'est l'indépendance de l'Europe. C'est que tant qu'on ne sera pas nous-mêmes relativement puissants, force d'équilibre, on sera ballotté comme une balle de ping-pong qui soit un coup de raquette chinois et un coup de raquette américain. Jean-Pierre Raffarin, il dit autonomie stratégique européenne. Il y a des réactions en Europe qui contestent la position du président français. Le Premier ministre polonais dit Macron s'est trompé d'alliance. Il y a eu des réactions en Allemagne, des pays baltes. Il n'y a pas de mandat qui a été donné à Emmanuel Macron pour parler au nom des 27. Il a un mandat du peuple français. Qui est le mandat de notre histoire diplomatique, qui est l'indépendance à la façon de Gaulle. Et donc ce mandat-là, c'est de construire une Europe indépendante, et pas une Europe alignée. C'est un retour au gaullisme, ça. Qu'est-ce qu'il disait de Gaulle avec les Américains? Alliés, mais pas alignés. Donc on ne veut pas être alignés. Quand vous dites alliance, nous ne voulons pas être embarqués dans une alliance, parce que là, on va être embarqués dans des guerres. On est embarqués aujourd'hui dans l'Ukraine. Et il faut défendre le peuple ukrainien, bien sûr. Mais c'est aujourd'hui quand même l'OTAN qui est chef de guerre. Hein. Sur le terrain européen, ce sont les Américains qui sont chefs de guerre. Et donc, il nous faut... qu'ils sont là. Et heureusement qu'ils sont là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut une défense européenne. Parce qu'on sera piloté toujours par un camp. Et si on est dans un camp... Raffarin, nous n'avons pas les moyens de cette autonomie stratégique européenne. Sans
sans les États-Unis. Et c'est pour ça en qu'il faut la Ukraine, construire. nous serions bien en C'est peine. pour ça qu'il faut la construire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être spectateur du pouvoir des autres. Et donc, si on est spectateur du pouvoir des autres, on est entraîné dans des batailles et on va faire une guerre. On fait une guerre pour la Crimée et pour le Donbass. On va faire une guerre pour Taïwan. Nous sommes engagés dans un dispositif où il faut qu'il y ait une troisième voie. On voit bien que la Chine et les États-Unis sont en train de s'opposer et on voit monter cette tension. Et nous, si on reste au milieu sans stratégie, sans puissance, nous serons embarqués dans ces batailles. Et il faut apaiser le jeu. L'indépendance de l'Europe. L'Europe risque de sortir de l'histoire. J'ai fait un livre sur ce sujet. Il faut trouver une stratégie européenne. Pour moi, il y a une stratégie européenne. C'est une stratégie de la conscience politique de la planète. Nous devons être les meilleurs pour défendre la planète. Appliquons les accords de Paris. Mais Montrons Jean-Pierre des exemples. Soyons respectés pour une politique. Quand le président français dit à propos des États-Unis, être allié ne signifie pas être vassal. Est-ce que être allié, ça ne signifie pas aussi le soutien mutuel en toutes circonstances ? Être allié, ça veut dire que nous sommes dans le camp de la démocratie. Et il n'y a aucun doute là-dessus. On ne va pas être communiste, je ne l'ai jamais été. Moi, j'ai toujours défendu les intérêts français dans la Chine. Parce que la Chine, on en a besoin. Mais on en a besoin pour la France et pour notre système politique qui est démocratique et républicain. Donc j'entends toutes les voix malicieuses, mauvaises et polémiques. Le fond de l'affaire, c'est que la France a besoin de l'économie chinoise. Mais évidemment, le système politique chinois, l'Europe le dit bien, nous sommes des rivaux systémiques. Et donc ça, c'est dans notre... Moi, j'applique la diplomatie française. Et cette diplomatie, de Gaulle à Macron, je vois que c'est la même. Et pour ça, il faut construire une indépendance. Mais s'il n'y a pas une stratégie européenne, il n'y aura pas de respect des autres. Et donc, pour le moment, on voit bien, il y en a des gens qui sont... Plus vous êtes proche de la guerre, plus vous êtes pro-américain. Mais on ne peut pas laisser notre avenir entre les mains des Américains qui ont d'autres intérêts, qui veulent dominer par le dollar. Donc, nous devons construire notre indépendance. Et pour ça, il nous faut une stratégie européenne. C'est ça le message du président. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça va dans la bonne direction. Et comme son entourage hier, vous assumez donc, même s'il y a eu beaucoup de polémiques et d'incompréhension. Merci beaucoup Jean-Pierre Hélas. Raffarin.